Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, quitte à le rater. Pour moi, il faut avoir peur pour avancer. Parce que l'essai est une peur. Quand tu essayes, tu as peur. Lancez-vous si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez une motivation, une source de motivation, exploitez-la et essayez. Au pire, ça ne marche pas. Au mieux, je vous souhaite du bonheur. C'est vendant d'être indépendant. La passion est la meilleure des motivations. Et c'est l'histoire de Mathieu. Mathieu est un bourreau de travail. Il ne compte ni les heures ni les kilomètres. C'est un passionné de voitures qui organise des événements automobiles premium à seulement 24 ans. Des expériences incroyables axées autour de l'humain. Bonne interview. Salut Mathieu. Salut Quentin. Ça va? Et toi? Ça va, merci. On va enfin réussir à tourner cet épisode. Puisque déjà, bon, ce matin, là, il est quelle heure? Il est 19h52. 19h52. Ce matin, il est 19h52. Non, on a eu pas mal d'embrouilles pour faire cette interview. Déjà, on l'a déjà tourné, en fait, cet épisode à Nauders, en Autriche. Exactement, pendant mon événement. Voilà, le Tyrol Classic Cars. Fantastique, on a tourné ça, bon, on a eu la bonne idée de faire ça à minuit dans un garage, mais c'était somptueux parce qu'on avait un nombre de voitures, je sais pas, une vingtaine de belles voitures alignées comme ça, classique et tout, c'était incroyable. On s'est fait aussi interrompre 3 fois. Là, ce matin, avant de réussir à tourner maintenant, il y a eu 2-3 trucs à faire, mais ça va, c'est cool, maintenant on est posé, on peut y aller. C'est ça, je pense que ça. Alors Mathieu, je suis très content de faire cette interview parce que déjà on est des collaborateurs professionnels ensemble depuis 2 ans maintenant. Ouais, exactement, ouais. Et surtout parce que tu m'as fait rentrer dans un monde que je ne connaissais absolument pas, qui était celui de l'automobile. Avec plaisir en tout cas. Qui est une passion chez toi. Ouais, c'est une passion. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Donc moi c'est Mathieu, j'ai 24 ans cette année et j'organise des événements automobiles pour les voitures sportives récentes et les voitures de collection. Donc voilà, c'est des événements plutôt, on va dire, premium où on apporte beaucoup de soins à nos participants et on essaie de leur faire découvrir des belles régions et des beaux lieux à visiter avec leur voiture. Toujours à travers ce thème ou cette passion automobile. C'est clair, c'est clair. Alors ça va sonner un petit peu non objectif puisque je fais partie du staff, mais c'est vrai que rien que l'Autriche, là, il y a la semaine dernière, les paysages sont absolument fantastiques, c'est magnifique. Les participants sont tous très humains, très bienveillants. D'ailleurs, exactement, ouais, j'ai même fait un épisode de podcast là-dessus pour dire que ce sont des gens qui ont tous quand même pas mal d'argent, qui ont des voitures qui sont aussi rares et chères, et pourtant c'est pas du tout des gens flambeurs ou m'as-tu vu. Ils achètent ce genre de voiture pour l'expérience, pour le style de vie, mais pour plutôt que de l'acheter pour dire je l'ai et que les autres, quand on dit les autres, les gens autour voient qu'ils ont une voiture. C'est pas ça le but. Exactement, c'est pas du tout la consommation ostentatoire. Exactement. T'as vu comme je suis le meilleur? Mais vraiment, ok. J'ai envie de m'acheter une Ferrari Dino parce que cela, c'est une vraie expérience, c'est un vrai voyage, même temporel en fait, parce que c'est des voitures qui parfois ont 50 ans. Il y en a une qui date de 1912. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quand même un truc incroyable. 1912, elle a plus de 100 ans. Ouais. C'est fou, 108 ans comme tu le dis. Donc voilà, tu fais des événements automobiles premium, c'est pas à l'heure actuelle ton activité principale? Non, c'est pas mon activité principale, c'est un loisir, une passion pour l'instant, mais je profite de ce contexte-là pour vraiment installer un climat, pour me forger une expérience, pour me créer à moi des compétences et des connaissances là-dedans, et pour ensuite un jour en devenir une activité principale. Ouais, c'est le but d'être indépendant. Exactement. Alors, déjà, première question, qu'est-ce que l'indépendance pour toi? L'indépendance, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Aujourd'hui, je me suis levé ce matin, on avait prévu des choses, et en fait, l'indépendance, c'est de pouvoir se lever et de dire, qu'est-ce que je vais faire pour avancer aujourd'hui? Et de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, et même en chamboulant tout au dernier moment, en disant non, aujourd'hui la priorité c'est ça, on fait ça. Et pour moi l'indépendance c'est ça, c'est de se lever et de gérer sa journée, gérer son planning, gérer son temps pour en arriver là où on veut. Ok, alors tu fais très bien de souligner le fait de gérer son temps, son planning, etc. pour en arriver là où on veut, parce que quand on organise des événements comme ça, il y a énormément de travail en amont. Les participants s'en rendent pas forcément compte parce qu'eux, ils arrivent, ils profitent. C'est ça, c'est le côté sombre de l'événementiel en fait. C'est tout le travail préparatoire en amont, que ce soit technique, organisationnel, relationnel avec les hôtels, plein de choses
on y pense, il faut y penser avant parce que pendant ça marche plus. Exact. Il y a voilà, c'est un métier où il faut penser avant, mais pas pendant, parce que pendant il y a forcément des imprévus, mais on pourra pas tout résoudre. Voilà, c'est ça. Faut s'adapter à chaque fois. Exactement. Plus on prépare en amont, mieux ce sera. Exactement. Et d'ailleurs, par exemple, sur un événement comme le Tyrol Classic Cars, il y a des participants qui peuvent tomber en panne, qui peuvent avoir des problèmes techniques. C'est ça, donc il faut penser à l'équipe logistique, Exactement. mécanique. Il faut penser à avoir des pièces de rechange, alors pas pour toutes les voitures, mais des pièces courantes, des choses où on sait que ça peut tomber en panne, comme les freins ou ce genre de choses. Donc voilà, il faut préparer un maximum de choses en amont et ça, c'est le gros du travail. Alors effectivement, comme tu le dis, c'est un gros travail. Et pour être un petit peu dans les petits papiers derrière en backstage, moi je fais des photos, des vidéos, on parle un peu de marketing, tout ça, c'est cool. Exactement, ouais. Mais effectivement, toi après, tu es dans tout ce qui est administration, organisation, relations clients, etc. C'est comme si je me permets, c'est Bien comme un iceberg en fait. C'est l'événement, ce qu'on voit c'est ça, et ce qu'on prépare c'est... Ouais, parce qu'en plus c'est des événements monumental. que tu prépares sur combien de temps, sur combien de mois? Oh, il y a minimum 6 mois et sinon c'est presque 9-10 mois. Ouais. Je ne veux pas dire un an parce qu'en général nos événements se répètent aux mêmes dates chaque année. Donc on rentre de l'événement, on débrief, on clôture l'événement, que ce soit budget, photo, vidéo, reportage, etc. Et une fois que ça c'est fait, que la page est tournée pratiquement, l'autre embraye directement. Donc est déjà dans les petits cartons en amont mais est présenté directement dans la foulée. Donc en fait c'est un roulement sur un an. Ok. Un roulement sur un an. Pour un événement. Ça fait beaucoup de temps. Ouais, surtout que toi, comme dit, c'est pas ton métier de base. Non. Ce qui fait que la journée, tu vas bosser, mais en plus, tu as pas mal de trajets en voiture et tout. Donc c'est vraiment, en termes de charge de travail, c'est vraiment intensif. C'est intensif. Après, en fait, dans ce métier, enfin quand je dis ce métier-là, dans cette activité-là en tout cas, c'est quelque chose où on n'a pas vraiment besoin d'être dans un lieu. En fait, moi, je peux travailler avec mon PC. Donc, c'est-à-dire, je peux très bien travailler dans une gare, je peux travailler chez moi à 22h, à minuit, à 1h du matin. Enfin, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de préparer forcément à des horaires de bureau. C'est sûr que certains fournisseurs attendent des réponses ou des commandes qui doivent être passées dans les heures normales. Mais en tout cas, moi, pour faire d'autres activités comme les roadbooks, etc., ça peut être préparé à 1h du matin. Contrairement à une autre activité qui a peut-être besoin d'un peu plus de travail manuel, où il faut qu'on soit dans un atelier, etc. C'est des métiers qui ne peuvent pas marcher ensemble. Moi, je peux exercer mon métier actuel et la passion d'organisation de voyage à côté. Parce que je peux faire ça à des horaires un peu décalés. Ouais. C'est sûr que par contre, les journées sont assez longues. C'est ça. Mais bon, comme tu l'as dit, tu es un vrai passionné. Ouais. Ça se voit. Là, on est juste devant ta voiture, qui est quand même un modèle assez spécifique, tu vois. Rien que le modèle en lui-même, mais en plus la déco. C'est le modèle poussiéreux, là. Voilà. Tu l'as laissé un peu de côté. Je crois qu'elle est. Un petit peu, ouais. Voilà, je l'ai entendu avant arriver. Elle pleurait, donc mauvais délire. Non, mais voilà, du coup, pour toi, c'est une vraie passion. À quel point l'automobile, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas? Parce que tu vois, on prend tous le bus ou même une voiture, tu vois. Je pense que beaucoup de gens qui nous regardent ont le permis ou au moins le code. Et on se rend pas compte de la complexité en fait qu'il y a derrière tout ça, tu vois. Par exemple, un vilebrequin, une soupape, cylindre, différence d'essence, etc. On se rend pas compte de tout cet univers. Ouais, dans la partie plus technique. Et en fait, moi, c'est ce que je remarque à travers mes événements aussi. Maintenant, depuis que je me suis... j'ai trouvé un peu un plaisir à même regarder les voitures plus de collection, plus anciennes. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans une voiture récente, on se met dedans, on tourne la clé, on met du gaz et puis ça part. Et le plaisir... Enfin, c'est un autre sujet, mais le plaisir est là. Mais dans les voitures anciennes, de voir les gens qui bricolent sur leur voiture après les journées, ils rentrent, comme on a pu voir pendant l'événement. Exact. Ils arrivent, ils se garent, et puis ils sentent que la voiture, elle n'était pas comme il fallait aujourd'hui. Alors puis je démonte une bougie, je règle mon carburateur, et il y a vraiment un esprit de... C'est incroyable. C'est incroyable de dire à quel point les gens sont passionnés par leur voiture, sont passionnés par la mécanique, sont passionnés de voyage avec leur voiture. Et c'est toute cette expérience, toute cette alchimie qui est juste formidable à regarder et à vivre en tout cas. La passion, c'est ton moteur? C'est un bon jeu de mots. Merci. Ouais, la passion, c'est mon moteur, ouais. Tu pourrais absolument pas faire ça sans être passionné. Non. Okay. Non, je pense que ce soit ça ou quelque chose d'autre, on peut pas... quand je dis quelque chose d'autre, c'est une autre activité, mais on peut pas se consacrer à fond, se donner à fond dans quelque chose qu'on n'aime pas ou on n'est pas passionné.
Si on n'est pas passionné, ça peut pas aller. Ça peut pas marcher. Non, non. Une autre chose qui peut parfois ne pas marcher, c'est les relations, puisque comme tu l'as très bien dit et comme on le dit depuis 5 minutes, ça demande beaucoup de temps d'investissement, autant énergie temporelle et aussi financier, ce genre d'événement. Ça peut poser problème avec des amis, sa famille, des relations de couple. Comment est-ce que toi, tu arrives à gérer ça? Parce que c'est une charge de travail qui est quand même conséquente. Ouais, mais pour moi, j'arrive à faire assez bien la part des choses. Enfin, en tout cas, je l'espère. Mais j'ai pas de problème particulier, en tout cas, avec mes amis, famille, ma copine, etc. Ça se passe... Tu n'as jamais eu d'amis qui s'est un petit peu, entre guillemets, qui a retourné sa veste parce que... Peut-être qu'ils se sentaient peut-être un peu lestés ou ils ne comprenaient pas où tu allais, non? Non, pas aujourd'hui, en tout cas, non. Pas à ma connaissance. Enfin, à ma connaissance. Ça m'est encore jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera pas. Parce que j'essaie toujours de consacrer du temps à mes amis. Où on va les voir, on fait autre chose, on fait quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Et puis, même moi, ça me permet de me changer les idées, hein, tout simplement. Mais avec mes parents, j'ai de la chance que mon père soit un peu derrière moi aussi dans cette aventure-là. Donc, avec mes parents, ça se passe bien. Et puis, avec ma copine, ça se passe aussi super bien. Elle est tout aussi passionnée que moi, donc... Vous êtes bien trouvés. Ouais, voilà. Et puis sinon, après, c'est vrai que ça demande beaucoup d'engagement, comme tu dis. Mais j'ai des partenaires qui me suivent, des partenaires du milieu un peu automobile, de ce milieu-là, ou même des partenaires de Champagne. Et moi, ça me permet de me donner une bonne image. Ça donne une bonne image et une ampleur à mon organisation. Et surtout ouais, ils sont d'une très grande aide pour moi dans mes organisations. Hein, parce qu'en tant financièrement, qu'en logistique, que en moyens techniques. Et puis je les remercie en tout cas pour ça. Sans partenaire, sans relation, aujourd'hui, c'est difficile d'avancer. Ouais. Les contacts, très importants, les contacts. Exactement. Le fait de networker, relation client, satisfaction client. Ça, c'est aujourd'hui, en tout cas, si on a quelque chose à retenir du monde moderne, c'est le network, le réseau et le mot que j'ai oublié. Satisfaction client. Ouais, il y a ça. Fidélisation. Et non. Et ça va me revenir. Ok. Mais en attendant, on peut parler justement de cette dimension humaine, parce que c'est vrai que par exemple, rien que sur le Tyrol Classic Cars, il y a une semaine, j'ai été assez impressionné de voir à quel point le staff de l'hôtel était aux petits soins. Tu vois, c'est-à-dire que en soi, tu réserves un séjour, etc. Mais ils pourraient prendre ton argent et en mode faites ce que vous voulez, etc. Mais dès que tu demandais un truc, il y avait vraiment une relation, il y avait vraiment une connexion, il y avait un échange en fait. Ouais. Et c'est ce qui me plaît le plus dans tes événements, c'est que non seulement c'est du business, c'est du bon business, ça roule bien, si je peux replacer encore un petit jeu de mots, voilà. Mais en plus, il y a vraiment une dimension humaine là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas juste venez avec vos caisses, donnez-moi de l'argent et puis allez rouler, tu vois. Il y a vraiment, tu discutes avec les participants, tu prends le temps de savoir un petit peu la température, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Donc ça te permet aussi de relever des critiques. Tout à fait, c'est avec ça qu'on avance, hein, les critiques. Ouais. Comment est-ce que tu vis les critiques ? Moi je suis même ouvert à toute critique, hein, quand on peut en avoir, j'en demande, hein, en tout cas, de dire qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, parce que chaque année il faut qu'on s'améliore. Si on s'améliore pas, on est mort, si je peux utiliser le mot, mais tout passe dans l'innovation et parfois on peut avoir juste une petite brèche, un petit indice d'un participant et puis pour nous c'est waouh. C'est l'étincelle, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Et franchement, pour moi, les critiques, c'est moteur aussi. C'est moteur. Je ne veux pas dire comme la passion, mais les critiques, c'est moteur pour s'améliorer. Il faut clairement récolter pour pouvoir faire mieux, toujours mieux. C'est ton ambition, ça ? Toujours faire mieux ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, il faut toujours faire mieux parce qu'il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. C'est sûr que on ne va pas dire on est dans un monde moderne, on peut voyager, on peut faire tellement de choses, mais il y a encore tellement de choses qui ne sont pas exploitées. En tout cas, dans ce milieu-là, de voyage avec sa voiture, aujourd'hui, les gens veulent une expérience, et comme tu l'as dit, une expérience humaine, et c'est ce que je cultive. Moi, je ne veux pas juste un participant, c'est un numéro, c'est un virement. Ça, je veux pas. Pour moi, un participant, c'est un humain avant tout. Exactement. Et j'essaye de cultiver ça pour que les gens se sentent en voyage et ont envie de venir avec nous. Et pas juste leur prendre leur argent, et même s'ils en ont pour leur argent, mais il y a ce côté humain qui est très très fort, qui est prédominant en fait. C'est clairement. Et c'est intéressant parce que
si je peux me permettre un troisième jeu de mots, d'ailleurs je vais me le permettre. T'es chaud aujourd'hui. Je suis très chaud, bah oui, je carbure un max. Voilà, c'était le troisième mot que je voulais placer, je l'ai placé là, donc c'est foutu. Mais non, effectivement, c'est là où c'est fou, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un domaine qui est très métallique, enfin c'est très froid de base. Tu vois, une voiture, c'est magnifique, c'est de l'émotion, c'est une histoire, c'est quelque chose. Tout dépend comment on considère la voiture. Exactement. C'est vrai qu'il y a pour beaucoup, et c'est pas une critique, mais pour beaucoup une voiture c'est se déplacer d'un point A à un point B, et pour d'autres une voiture ça raconte quelque chose, en tout cas ça a une histoire. En reprenant l'exemple de cette voiture qui a 108 ans, c'est juste incroyable l'histoire. Si elle pouvait parler, mais je pense qu'elle écrirait un livre en 4 tomes. Elle a vécu les 2 guerres mondiales. Rien que ça, c'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou. Donc voilà, une voiture c'est une émotion, c'est une histoire, et en considérant la voiture pas comme un objet, mais comme un moyen de transport, un moyen de vivre, un moyen de s'évader, on peut faire énormément de choses. Du coup, ça m'amène à la liberté. Oui. Qui, je trouve, est un petit peu différente de l'indépendance. J'en dirai pas plus pour justement te laisser parler à ce niveau-là. Qu'est-ce que la liberté pour toi ? La liberté, c'est vrai que c'est proche de l'indépendance. Pour moi, l'indépendance, c'est quelque chose qui est plus... on va dire financier ou au moyen en tout cas de business. La liberté, c'est plus dans une partie loisir, je pense. C'est la liberté de voyager, la liberté de créer des souvenirs, la liberté de découvrir. Et je tourne un peu autour de la question parce que la réponse est difficile. C'est une question qui est effectivement difficile. C'est une question qui n'est pas facile. Mais la liberté, pour moi, je l'assimile à... prendre la voiture, ou l'avion, quelque chose, enfin partir. Pour moi, la liberté, c'est juste partir et découvrir des choses. Ah, c'est intéressant, la découverte de choses. La découverte de choses. Alors justement, dans ce domaine, il y a toujours 1000 choses à découvrir, il y a toujours 1000 choses à apprendre. Comment est-ce que toi, tu apprends ? Parce que même, par exemple, pour organiser un événement comme ça, comme tu l'as dit avant, tu es bien entouré, tu as une équipe solide, tu as aussi ton père qui a une expérience dans le milieu et qui peut te donner des conseils. C'est ça, et qui m'en donne beaucoup et qui me suit et qui est force de proposition aussi. Et franchement, c'est des choses à ne pas négliger. On ne faut pas négliger l'expérience qu'on ne peut pas acheter. Exactement. C'est-à-dire, l'âge n'est pas synonyme d'expérience. Cela dit, quand on a 50 ans, on a forcément de l'expérience que quelqu'un qui a 20 ans ne peut pas avoir, c'est sûr. Forcément. Sûr et certain. Donc c'est vrai que il y a ce fameux ce précepte, ce dicton qui dit l'âge n'a pas d'importance, etc. Mais de fait, avec l'âge, il y a une certaine sagesse, une certaine expérience, c'est sûr. C'est sûr et certain. Alors là, on est même dans ton entrepôt. C'est aussi pour ça qu'on peut entendre un petit peu des choses qui... Ça vit encore un peu aux alentours. On n'est pas perdu au milieu de la forêt. Exactement. Mais justement, par rapport au fait de découvrir, d'apprendre des choses, parce que, comme je le disais, tu as une bonne équipe, tu as ton père, etc. Mais ça... T'as pas fait d'école pour apprendre à organiser des événements automobiles, tu vois. T'as appris ça sur le tas, en dur, avec le retour des clients, en passant énormément de temps là-dessus. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu procèdes ? Alors, en parlant de formation ou d'école, c'est vrai qu'il y en a pas, il n'y a pas d'école d'organisation d'événements automobiles, c'est sûr. Il y a des écoles de management, il y a des écoles où on peut avoir des formations dans l'organisation d'événements. Il y a des préceptes, comme tu dis, enfin des choses qu'on peut apprendre dans ce milieu-là, marketing, etc. Moi, j'ai tout appris, alors c'est peut-être un défaut, mais j'ai tout appris en suivant mon père depuis mon plus jeune âge, qui faisait ça aussi, qui a commencé par ça. Et j'ai vu comment lui faisait, et tout de suite, je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça, mais par exemple, ça, je le ferais différemment. Donc, je m'imaginais chaque fois comment moi je ferais si j'étais amené à créer un événement, etc. Et puis aujourd'hui, maintenant, j'ai la chance de créer mes propres événements, de demander des conseils à mon équipe, à mon staff, pour savoir et pour récolter les avis de tout le monde et pour vraiment créer quelque chose de top, de superbe. En pensant à tous les points auxquels on n'a pas pu penser. Mais pour moi, je demande beaucoup d'aide, de conseils. En tout cas, je regarde ce que peuvent proposer les autres, la concurrence, parce que il y en a. S'il y a de la concurrence, en tout cas, c'est aussi un dicton que j'ai appris. S'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Exact. S'il n'y a pas de concurrence, il y a aussi des chances qu'il n'y ait pas de marché. Exact.
Mais je regarde voilà, vraiment ce que peuvent proposer les autres organisations, dans quelle mesure, dans les destinations, ces choses-là. Voilà. Je fais pas de plagiat, de copie, c'est pas valorisant de faire une copie, il faut faire à sa sauce, mais voilà, il faut s'inspirer un peu de partout. Exactement. Au final, tu prends ce qui te plaît, c'est ça. Tu l'adaptes et je mixe et je fais ma salade. Voilà, c'est exactement. Voilà, chacun. C'est bizarre, moi je suis pas dans ton milieu, mais c'est moi qui fais les références automobiles et toi tu fais moi, des je trucs. Culinaire, j'ai faim. C'est parfait, nickel. Oui, tu as tout à fait raison. Et là où tu le disais aussi très bien avant, c'est-à-dire que ton père est force de proposition, mais comme on a pu le voir aussi sur l'événement en question, ça arrive que vous discutiez et que vous soyez pas du tout d'accord, mais au moins il y a un échange d'idées, on avance ensemble en fait. Bien sûr, parce que voilà, après, faut pas le cacher, il y a une génération entre. Hein. La génération, l'expérience on ne l'achète pas, c'est que l'âge qui peut nous l'apporter, mais avec de l'âge on voit pas les choses pareilles non plus. C'est le problème des experts, c'est-à-dire que ils connaissent très bien leur sujet, mais ils connaissent pas ce qui est en dehors de leur sujet. Ouais, c'est ça. Et puis en tout cas, ouais, c'est l'évolution. Tu sais, aujourd'hui, c'est quand même un monde où ça va vraiment, vraiment très vite, et tout passe par le marketing ou la communication. C'est des choses qu'aujourd'hui qui sont primordiales, mais qu'il y a 20 ans, ne l'étaient pas forcément. Une petite anecdote comme ça, il y a 20 ans, quand mon père faisait ses premiers voyages en moto, en tout cas, ils ont vendu un voyage complet. En étant complet, donc ils sont arrivés avec 0 inscription. Ils sont repartis d'un salon, donc un salon de présentation type foire européenne, tu sais. Ils sont repartis complets. Donc les gens se sont inscrits, les participants, sur le salon en direct. Et c'était pas des événements à quelques francs, c'était des voyages au Maroc, en moto, des très très belles expériences. Mais ils sont repartis complets. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les gens prennent, en tout cas de ce que je vois, les participants, les futurs participants, les prospects prennent des clients, des brochures, rentrent chez eux et regardent leur agenda, si ça peut coller, etc. Je ne pense pas que ce soit une question financière, c'est juste une question de temps à disposition. Mais en 20 ans, on passe de presque 150 inscriptions en 5 jours à 0 sur un salon. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est juste que la manière est différente. La manière de vente est différente aujourd'hui, la manière de communiquer est différente. Et c'est un peu, je ne veux pas dire un problème, mais c'est parfois, enfin en tout cas ce que je vois aujourd'hui avec mon staff, c'est que il y a cette nuance. Vraiment, il y a cette nuance. L'organisation reste la même, on améliore des choses, mais la grosse nuance, c'est vraiment l'évolution en 20 ans. Et l'évolution est juste incroyable. Et je pense que dans 20 ans, ce sera encore autre chose. Exact. Il faut réussir à s'adapter. Exact. Ça va être à notre tour aussi de réussir à garder les pieds sur terre. Ou le move. Ou le move, exactement. En tout cas, il ne faut pas enlever le pied de l'accélérateur si on veut continuer à avancer. Ouais, bon, j'arrête à ce niveau-là. Si tu étais une voiture, alors plutôt tournons ça autrement, on te donne une voiture, n'importe laquelle, quelle voiture tu choisirais? On me donne de l'argent du coup. Et pourquoi? Ou quartier libre. Quartier libre. Tu rentres dans un entrepôt imaginaire énorme, à perte de vue. Il y a tous les modèles disponibles, tous. Donc même les mêmes modèles qui sont en déclinaison, différents. Oui, bien sûr, tout. Ouais. Tout. Ok. Full park, comme dans un jeu vidéo. Exact. Un Dacia Duster. Je rigole. Et là, tous les gens qui ont un Dacia Duster vont dire oui, quand même. Tu vas te prendre des cailloux quand Non, très je les enverrai ici, t'inquiète. Le reste de l'entrepôt, c'est. Non, c'est une Allemande. Une Allemande, la marque de Zuffenhausen, une Porsche, je pense. Et pour moi, ce serait une petite GT2 RS. Une petite, la plus grande des Porsche, mais une petite GT2 RS, ça m'irait, ouais. parce que Porsche arrive à développer tout un côté, comment dire, ils ont la voiture, ils ont une histoire et ils ont, comme toutes les marques, mais pour avoir fait le musée, c'est juste incroyable. Et pour toi, Porsche, c'est le meilleur de l'automobile? Je dirais pas le meilleur, mais c'est ce qui me correspond aujourd'hui. Dans l'esprit, comment dire,
Ouais, dans la culture qui transmettent à travers leur marque, leur image, c'est ce qui me correspond aujourd'hui. Je dis pas que ça va le rester, mais en tout cas aujourd'hui, ouais, moi je m'orienterai vers une Porsche. Ok, une petite Porsche. Petite Porsche. Faut se satisfaire d'une petite Audi d'abord. Voilà. Dont les prix sont assez petits, enfin, sont pas du tout petits plutôt. Ouais, voilà, l'image de la marque, quoi. Voilà, exactement. J'aimerais parler maintenant du côté business et du côté humain, et ce qu'il y a entre les deux. Et pour moi, c'est la différence entre un vendeur de rêve et quelqu'un qui vend du rêve. Nous, je trouve qu'on est on vend du rêve, mais on n'est pas des vendeurs de rêve. Et je trouve que la différence, c'est qu'un vendeur de rêve, c'est justement cette image de un peu d'apparence. Voilà, c'est ça. L'apparence. Ouais. L'apparence d'escroc vendeur de tapis qui essaie de te vendre sa merde coûte que coûte, etc. en disant que c'est absolument la chose dont tu as besoin. Alors qu'un vendeur de rêve propose un bagage de rêve, et si tu as envie de t'embarquer, que quelqu'un qui vend du rêve et pas du coup un vendeur de rêve, c'est compliqué, on s'y perd un petit peu, mais il y a une vraie différence. Elle est subtile, mais il y a une vraie différence. Ouais, exactement. Et quelqu'un qui vend du rêve, c'est quelqu'un qui a un catalogue de rêves, et c'est à toi de choisir, peut-être pour t'embarquer, essayer, peut-être que ça ne te correspondra pas, mais au moins essayer, voir un petit peu comment... Ouais, sans avoir cette extravagance ou cette grosse communication de dire ouais, nous c'est génial et tout, non, c'est... on vend du rêve, hein, parce que les clients nous l'ont dit, c'est que c'est une région magnifique, les événements qu'on propose sont très bien organisés, sans me jeter des fleurs, hein, bien évidemment, c'est juste un retour de clients que j'ai. J'étais là, j'aurais testé. Donc voilà, on est... maintenant j'ai perdu le... On parlait de... Ouais, non, mais on vend du rêve, voilà. On n'est pas vendeur de rêve, pardon. C'est la différence, c'est la subtilité. Non, je propose des événements de rêve accessibles, hein, puisqu'on reste dans une gamme de prix accessible. Mais oui, je propose voilà. Je ne vais pas dire un catalogue pour l'instant, mais les événements de qualité plutôt que de la quantité. Et c'est avant tout une expérience. Comme tu dis, une expérience humaine, une expérience automobile, mécanique, c'est une expérience dans sa globalité, très complète. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, qui fait la différence, et c'est ça qui est porteur sur le marché. Plutôt que vendre une apparence, vendre quelque chose qui a l'air d'être bien. Et quand tu creuses un peu, au final, ne l'est pas, voilà. Exact. Et c'est toujours des mauvaises expériences. Moi, j'en ai pas eu. Bon, je participe à quelques rallyes, mais en tout cas, j'en ai fait. Aujourd'hui, j'ai envie d'en faire encore plus en tant que participant, pas trop organisationnel, mais participant aussi, tu sais, pour prendre un peu de plaisir. Ouais. C'est cool. Pour voir un petit peu autre chose. Après, il faut garder une part de business. Hein. Si on participe à un autre rallye, c'est forcément pour voir un petit peu ce qui se passe. Exactement. Après, c'est de la recherche et du développement. Toutes les entreprises font ça. Hein. Ah oui, mais voilà, clairement. Tu prends n'importe quelle entreprise, elle regarde ce que fait la concurrence, c'est normal. Et après, c'est aussi une part de plaisir de se dire, bah ouais, maintenant, être de l'autre côté de la barrière, de se faire emmener plutôt que d'emmener les gens. Et voilà, et avant tout, donc c'est une expérience complète que j'ai envie de proposer, que je continue à développer, à cultiver en tout cas. Ben justement, tu parles d'expériences que tu veux proposer. Tu disais que tu n'as pas forcément un catalogue, tu n'as pas forcément 1 milliard d'événements à proposer, mais tu as de plus en plus de projets. Déjà là, tu tournes à 2 événements à l'année. Là, tu as deux gros événements. Et autour, il y a de temps en temps des petits qui gravitent. C'est ça. Qui en fait, où je me rends compte aujourd'hui, parce que là on arrive à un événement dans une quinzaine de jours, un petit peu moins. C'est un petit événement d'une journée, une demi-journée, un peu plus, tu vois, de matin, milieu d'après-midi. Mais ça demande du temps. Je veux pas dire autant qu'un gros événement, mais le roadbook, tu passes le même nombre de temps là-dessus. Les inscriptions, c'est le même nombre le même temps que tu passes dessus. Créer le flyer, c'est pareil. Tout ça pour, je veux dire, un événement d'une demi-journée. Plutôt que de faire un événement de 5 jours, c'est bien. Ça me plaît aussi parce que c'est différent. Mais je me suis dit, on fait un petit événement comme ça. Et en fait, non, ça prend énormément de temps. Jamais de petites choses comme ça. Quand on fait du business, c'est jamais... Voilà. Donc ouais, j'ai des projets qui arrivent. J'ai des projets qui mûrissent aussi. Comment tu génères des idées? Tout le temps. Je ne m'arrête pas. Non, j'ai pas de secret pour générer des idées. S'il y a un secret, c'est personnel. Enfin, en tout cas, c'est un truc personnel. Il faut se remettre en question. Dès que tu te remets en question, forcément, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus ou de mieux, en tout cas? Et l'autre chose, pour moi, ce qui marche, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et que je n'ai pas encore fait ou que, voilà. Et voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, demain, je veux prendre la voiture, aller sur la Lune, je regarde qui c'est qui le fait. Et si personne le fait,
peut-être qu'il n'y a pas de marché, mais peut-être qu'il y a quand même des gens qui veulent le faire, tu vois. Donc voilà, moi, ça vient beaucoup de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et tiens, pourquoi pas essayer? Comme ça, je le fais pour moi. Et puis après, autant emmener des participants et emmener des clients pour faire la même expérience, tu vois. Ouais, essayer, c'est très important. Ouais, c'est essayer, ouais. C'est essayer et c'est de se dire, ouais, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Donc, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à des participants? Voilà, c'est ça, c'est comme ça que moi je génère des idées, tu vois. Exactement, voilà. Exactement. Surtout que parfois tu as des participants sur tes événements qui viennent pour la première fois pour découvrir et en fait ça leur plaît, en fait ils testent et ça leur plaît tellement que direct ils disent pendant l'événement qui est même pas encore fini, ils disent on reviendra l'année prochaine. Et avec des amis en tout cas. Beaucoup de gens, c'est ça, qui viennent cette année sont venus ou sur d'autres événements, disent bon bah voilà, je suis venu au dernier moment, vous m'avez trouvé une place, c'est super. Mais l'année prochaine, on vient, dès que le dossier sort, on s'inscrit et puis tout de suite avec des amis. On veut faire partager ça, on veut vivre ça avec des amis. C'est génial. Trop bien. C'est pour nous les meilleurs, les meilleurs porte-parole en fait. C'est les meilleurs vendeurs chez nous. J'ai pas de vendeurs et j'en aurai pas. En tout cas, ce sont mes participants. C'est de la vente. Je sais pas si c'est un terme spécifique, mais des porte-parole. Tu sais, c'est des gens qui du bouche à oreille en fait. Du bouche à oreille, ouais, c'est ça. Réputation. La réputation. Très important. Exactement. Très Donc, important. en fait, c'est un terme, c'est la réputation. Exactement. Mais c'est ce que tu disais aussi avant. Le fait de... mince, j'ai oublié le terme. Je l'avais, et quand on a parlé de réputation, je l'ai oublié. Mais c'était... oui, effectivement, la réputation, le bouche à oreille. Non, j'ai complètement oublié. Mince. Mais effectivement, la réputation, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si tu arrives à atteindre une bonne satisfaction client, si tu prends soin de tes clients, en fait... Ça se construit, ça. Exactement. Mais la réputation, ça met... quel que soit le... Là, c'est vraiment général, quel que soit le domaine... Construire une réputation, ça met du temps. Par contre, la démolir, ça va très vite. Ça va très très vite. Ça va très très vite. C'est aussi le problème des gens qui abandonnent vite, c'est qu'ils veulent des résultats extrêmement rapidement. Et c'est le problème de tous les gens qui tapent comment devenir riche en 2 semaines sur Internet, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, potentiellement, tout le monde peut devenir riche, mais ça demande vraiment une quantité d'efforts, énergie, temps, investissement, de patience et de passion derrière, qui est phénoménal. Mais que ça soit riche financièrement, culturellement, en termes d'événements aussi, quelle que soit la richesse que tu cherches, que tu vises, ça demande énormément de temps et d'investissement en fait. Rien n'arrive comme ça du jour au lendemain. Ou alors très très peu de choses, mais pour moi... Ça arrive, les gros coups de chance, ça arrive effectivement. Ça arrive, bien sûr. Mais c'est un coup de chance, c'est une opportunité. Un coup de chance, ça vient pas en le priant ou en y pensant très fort ou en buvant un potage spécifique, tu vois. Le coup de chance arrive parce que c'est une opportunité. En temps, en localisation, en plein de choses. Une opportunité arrive, voilà. C'est un concours de circonstances, la chance. Pour moi, c'est ça. Tout à fait. Comment est-ce que tu crées de la chance? Parce que moi, je pense qu'on peut la créer, la chance. Je sais pas si je pourrais vraiment répondre à cette question parce que moi, j'y crois pas trop. Okay. Pour moi, la chance, on peut pas la créer. On peut faire des choses. Comment est-ce que je peux expliquer ça comme ça me vient à l'idée. La chance... Comme je t'ai dit, la chance, c'est une opportunité, c'est un concours de circonstances. Pour toi, de la chance, c'est de dire « j'ai un truc qui plaît ». Si je prends l'exemple dans ce que je connais, demain, je crée un événement qui fait le boom. Je crée un événement, ça fait le boom, mais pour moi, c'était pas juste de la chance. C'est que l'événement n'a peut-être pas encore été fait ou mal fait avec quelqu'un d'autre ou que ça n'existait pas, que je l'ai fait au bon moment, que je l'ai fait avec les bons éléments, le bon peut-être prix, la bonne clientèle, la bonne destination. C'est juste un concours de tellement de choses, de circonstances qui fait que on se dit le truc c'est de la chance, mais en fait c'est pas de la chance. Pour moi la chance, tu peux pas la créer, la forcer du coup en tout cas. C'est juste que demain je fais un événement quelque part dans le monde ou en Europe ou peu importe, mais juste en ayant penser à une clientèle, à un marché, à une localisation, à une date. Voilà. Tu vois, ça peut être un événement à une certaine date ou période de l'année où il n'y a rien qui se fait, en tout cas pas dans cette destination que je propose. Et puis ça fait juste un boom parce que les gens se disent c'est juste trop bien. Tu vois.
C'est ce que je me dis en ce moment de plus en plus par rapport à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a l'affût des opportunités. C'est ça. Qui analyse le monde qui l'entoure, qui le comprend et qui est capable de tester, faire des tests, quitte à se prendre un mur, mais au moins de faire des tests A, B et de se dire ok, A ne marche pas, B, ok. B peut potentiellement marcher. Voilà. Et puis ça ne marchera pas. Voilà. Et si ça marche, on va se dire c'est un coup de chance. Mais en fait, non, c'est pas un coup de chance. C'est juste parce qu'il était à l'affût qu'il a proposé quelque chose. On arrive du coup à la fin de cette interview. J'ai toujours 2 petites questions que je pose. Vas-y, je les connais pas. La première. Enfin, si, je les connais, mais. Ça, tu les connais, on y a passé, mais bon, c'est vrai que ça fait 1 semaine. Et entre-temps, il s'est passé de l'eau a coulé sous les ponts. Voilà, exactement, tu sais, depuis le temps. Pour reprendre une expression mécanique. Nickel, parfait. On va mettre le pied sur la pédale de frein au niveau des blagues, d'accord ? Voilà. Allez, on arrête. La première des questions que j'ai envie de te poser pour terminer, c'est quel conseil donnerais-tu au Mathieu d'il y a, allez, on va dire 5 ans ? Au Mathieu d'il y a 5 ans, déjà, comment j'étais il y a 5 ans. J'avais le même prénom, ça c'est sûr. Le Mathieu d'il y a 5 ans, de se dire... Oh punaise, c'est une très bonne question. Si tu as du mal, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, pas forcément dans ce genre d'événement, mais qui veut créer dans de l'événementiel, peut-être de la compétition, du rallye ou même autre chose. Quel conseil tu peux donner en termes d'organisation, en termes de tout ce que tu veux ? C'est de l'innovation en tout cas. C'est peut-être pas un conseil, mais c'est des pistes, c'est de l'innovation. Aujourd'hui, comme on en a discuté depuis 3 quarts d'heure, de l'innovation parce que le monde automobile change avec les nouvelles technologies et il y a des choses à innover. Il faut être curieux, novateur, et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Que ce soit... Moi, c'est généraliste, c'est même pas forcément de l'événementiel. Dans la vie, essayer. Dans la vie, essayer, novateur, curieux, il faut être très très curieux. Et ça, ce sont les 3 conseils que je donnerais à un indépendant qui veut se lancer, en tout cas que ce soit dans l'événementiel ou dans tout type d'activité. À partir du moment où on est curieux, novateur, patient, je pense que c'est une bonne recette. Mais avant toute chose, c'est laisser la tentative. Exact. Surtout que, par exemple, dans le cadre de la passion, il faut essayer pour trouver sa passion. C'est-à-dire que ça arrive très rarement de trouver sa passion comme ça en allant... On peut être influencé par certaines choses pour trouver une passion, c'est clair. Mais il faut creuser un peu en profondeur pour savoir si ça nous correspond vraiment. Exactement. C'est-à-dire arriver au moment où on se dit ok, là j'aime bien ce qui se passe, je vais essayer de continuer dans cette voie-là. C'est ça. Mais c'est comme ça que en tout cas c'est venu chez moi. C'est exactement ce que tu décris. C'est que c'est vrai que de dire je vais organiser des événements, c'est pas de prime abord comme ça de se dire ok, pourquoi pas. Mais en fait quand on le vit 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais chaque fois on se réjouit de le... Enfin moi je me réjouissais de le faire et voilà de dire c'est vraiment ma passion de faire ça. C'est plusieurs essais, plusieurs fois où je me dis en fait c'est vraiment ça que je veux. Et chaque fois on y trouve des avantages, il y a forcément des inconvénients, mais c'est l'essai. Pour essayer il faut vaincre sa peur. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Rien. Parce que moi, j'ai envie d'avoir peur. C'est peut-être un peu bizarre, un peu particulier. Mais si tu as peur, c'est le challenge. Si tu as peur, tu avances. Si tu n'as pas peur, il y a quoi d'exaltant de ne pas avoir peur, tu vois. Moi, j'ai peur d'essayer de proposer un nouveau concept, d'engager du temps, des moyens financiers, d'engager peut-être mon image de marque à proposer un événement qui va peut-être ne jamais marcher, mais c'est cette peur qui se dit en fait c'est trop bien, tu sais. Pour moi c'est trop bien de c'est ça qui te motive. C'est ça qui aussi, la passion me motive beaucoup, mais la peur me fait avancer aussi. Plutôt le fait de la dépasser finalement. Ouais, c'est ça. Mais une fois que tu as dépassé cette peur en disant écoute, je vais lancer un truc, je vais voir si ça fonctionne, et puis si ça fonctionne, t'as plus cette peur que ça ne fonctionne plus, mais tu as cette peur de dire maintenant faut que j'assume derrière, faut que j'assure. Exact. Et tu as tout le temps un autre sentiment qui se développe et ça peut alors chez certaines personnes ça peut engendrer de la nervosité, tu sais, un stress supplémentaire, il faut savoir le gérer, ça aussi. Comment tu gères ton stress toi ? Par plein de choses, je fais du sport. J'essaie de me changer les idées en faisant du sport. Je vais rouler en voiture quand ça me démange. Le stress, je le gère comme ça. Et puis, je suis quelqu'un d'assez stressé, assez nerveux quand même, malgré tout. Et je l'extériorise pas trop, je pense. Mais ça fait partie de moi. Hein. Après, ça te stimule, en fait. Ça me stimule un petit peu.
Et aujourd'hui, ça me dérange pas plus que ça. Maintenant, qui sait dans quelques années ce que ça va devenir. Mais en tout cas, le stress, je pense que je le gère plutôt bien. Et la peur aussi, la peur est pour moi quelque chose de primordial. Ne plus avoir peur, c'est... Je ne m'y verrai pas en tout cas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je m'y verrai pas. Je vois ce que tu veux dire. C'est une belle réponse dans le sens où, en fait, il y a plein de choses qui te font peur. Généralement, les gens qui répondent à cette question sont... en fait, ils ont enfoui quelque chose au fond dans leur vie et ils n'osent pas le faire. Ouais. Et quand tu leur poses cette question, c'est ah putain, c'est vrai que si j'avais pas peur, je ferais la chose en question. Mais toi, du coup, en fait, tu as déjà ce réflexe naturel tout l'inverse d'y aller. En fait. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, je veux pas dire, voilà, c'est toute proportion gardée, mais quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Quitte à rater, hein, tout simplement. Quitte à le rater. Bien sûr. Mais voilà, pour moi, il faut avoir peur pour avancer. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Parce que l'essai est une peur. Quand t'essayes, t'as peur. Tu vois, c'est la première fois, lié, c'est toujours une plongée dans l'inconnu, en fait. C'est ça. Et c'est cette peur qui est motivante. Exact. Et c'est propre, hein, c'est propre à chaque caractère, mais ne pas pouvoir, ne pas avoir peur pour moi, c'est pas quelque chose. Ça n'a pas grand intérêt. Quoi. Non, ça n'a pas grand intérêt. Très bien, bah c'est parfait pour se diriger vers la fin. Justement, c'est quoi le mot de la fin ? Le mot de la fin, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, en tout cas, le mot de la fin, c'est ne pas avoir, pour reprendre, ne pas avoir peur d'essayer en fait. Et lancez-vous si vous avez une passion, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, si vous avez une motivation, une source de motivation, exploitez-la et essayez. Peut-être que, et je vous le souhaite en tout cas, quelque chose de fructueux au bout. Et la motivation sera d'autant plus grande. Et le plaisir personnel aussi. Hein. Faut pas l'oublier, le plaisir personnel, on va dire, n'a pas de prix, mais ouais. En tout cas, pour moi, le mot de la fin, c'est essayer. Essayer, et puis au pire, ça ne marche pas. Au mieux, je vous souhaite du bonheur. Parfait, nickel, superbe. Bah, tu vois, tu dis qu'il n'y a pas de vendeur dans ton équipe, mais moi, j'en vois bien un vendeur, là. Non, effectivement, voilà. Au pire, ça rate, et dans le pire des cas, en vrai, il y a une probabilité qui est infime que genre ta vie elle se casse totalement la gueule. Mais quand tu rates quelque chose, généralement en fait il ne se passe rien. C'est-à-dire que tu as essayé, mais c'est tout en fait. Soit tu as perdu du temps. Il faut mesurer l'essai. Il faut mesurer l'essai en se dire je vais pas tout claquer pour faire quelque chose. Exact. Il faut faire quand je dis un essai, c'est faut être intelligent en fait. Voilà, faut préparer l'essai, analyser ce qu'on disait avant. Mais une fois qu'on pense tenir quelque chose, il faut foncer. Let's go. Faut foncer. Pas trop se poser de questions. D'ailleurs, si tu as des choses que tu as envie de faire, il y a une règle de 2 minutes ou de 3 secondes. Ça dépend de ce que tu cherches à faire. Mais par exemple, aller parler à quelqu'un, généralement, il faut le faire avant 3 secondes quand tu vois cette personne dans ton champ de vision, parce qu'au-delà des 3 secondes, tu vas être rempli de doutes, tu vois. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'elle va me rejeter ? Est-ce que ce mec va me taper, etc. Tu vois. Alors que si tu y vas et tu te poses pas la question en étant bienveillant, avenant et ouvert, dans 99% des cas, ça se passe super bien. Bien sûr. Et au pire, ça se passe mal, c'est juste, tu continues ta route et c'est tout en fait. Ouais, exactement. Et là, ce que tu décris, je le vis à travers des salons, à travers des promotions qu'on peut faire. Il faut aller chez les gens. Aujourd'hui, on est dans un monde où on communique. Alors ouais, c'est sûr, maintenant, avec ce qui nous arrive cette année 2020, on n'a pas trop envie de s'approcher des gens. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on respecte la... Ouais. On a été testés tous les deux. Exact. Négatif. Donc c'est parfait. non, mais il faut, la règle des 3 secondes est vérifiée. En tout cas, moi, je la valide. Mmh. Ouais, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et pour la règle des 2 minutes, c'est si quelque chose prend moins de 2 minutes à le faire, il faut le faire immédiatement. Parce que si tu le fais pas, style descendre les poubelles, faire un truc, les courses, etc., il faut le faire immédiatement. Plus tu repousses, moins tu vas le faire, plus tu vas accumuler et moins tu pourras faire des projets de passion comme ce que tu peux faire, Mathieu, etc. Donc toujours faire les choses. C'est 2 bonnes règles en tout cas pour les règles, le mot de la fin et les règles de la fin, on est pas mal. On est très bien. Merci Mathieu, je mettrai tes réseaux et les réseaux de Event Motors en description. Merci Quentin. Avec grand plaisir. Allez, si vous avez une belle voiture, si tu as une belle voiture directement, toujours dans le tutoiement, la personne, dans l'humain, si tu as une belle voiture, n'hésite pas à partager les événements et les expériences de Mathieu. C'est sur Strasbourg, mais tu te déplaces, donc en fait, peu importe d'où vient la personne, elle peut participer. Oui, tout à fait. Et c'est abordable, c'est super. En plus, peut-être qu'on se croisera pour les photos et les vidéos. En tout cas, prends soin de toi, crée des choses
et à bientôt pour un prochain épisode d'Indépendant. À bientôt. C'est vendant d'être indépendant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast, de laisser un j'aime et de commenter les deux, ça me fait super plaisir et ça m'aide pour le référencement. Merci à toi. Bonsoir. Bonsoir. Ça, on coupera, c'est pas grave.